Bonjour à tous, nouvelle capsule café et aujourd'hui nous allons assister à un match qui va opposer dans le coin rouge, arborant fièrement les couleurs de la virilité, de la fonctionnalité, la team poids libre. Dans le coin bleu, arborant fièrement les couleurs de la stabilité, de la sécurité, la team machine guidée. Alors quand je fais ça, je fais quoi? Je mets en opposition deux options de team, de façon de s'entraîner. Est-ce que ça a du sens de faire ça? Pas vraiment. Il faudrait regarder le pourquoi, l'objectif, le contexte. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais une approche un petit peu dogmatique parce que je sous-entends que par essence, par définition, les poids libres peuvent être meilleurs de toute façon par rapport aux machines guidées ou inversement. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui fonctionnent un petit peu comme ça et qui ont un avis très tranché sur la question, avant même qu'on pointe le contexte, l'objectif. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut prendre en compte, selon moi, le contexte, l'objectif, le pourquoi? Parce qu'on a un principe qui s'appelle le principe de spécificité d'entraînement qui va nous aider à savoir dans quel team aller directement sans même avoir à mettre les gants et à monter sur le ring. Si je fais par exemple de la force athlétique, je vais avoir à faire quoi le jour de la compétition? 3 mouvements. Un squat, un développé couché, un soulevé de terre. Ce sont des mouvements libres. Donc, évidemment que pour moi, ça va être plus intéressant de travailler majoritairement avec des poids libres. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais jamais utiliser de machine guidée ou que ça ne sera jamais utile. Pour le CrossFit, c'est la même chose. Ce sont des mouvements libres, voire très libres, voire libertins, je dirais. Donc, je vais également me retrouver plutôt dans cette team-là, c'est-à-dire que mes entraînements vont comporter une grande partie de mouvements libres, puisque le jour des compétitions, je vais devoir exécuter ce type de mouvement-là. Le principe de spécificité de l'entraînement nous permet de savoir, pour certaines personnes, dans certains cas, où est-ce qu'on va aller. Et puis évidemment, il y a d'autres cas de figure où je n'ai pas forcément d'attente standardisée, technique, à une échéance donnée, qui font que là, je peux me poser la question de savoir est-ce qu'il y aurait un intérêt à être plutôt ici ou plutôt là. C'est le cas notamment des bodybuilders, parce que les bodybuilders sont évalués sur leur masse musculaire, sur la qualité de sèche, leur posing, etc. Mais on n'évalue pas le moyen qui a permis d'arriver à ce physique-là. On peut aussi avoir des personnes qui souhaitent simplement s'entretenir, se développer, objectifs santé, entretien de soi, développement personnel, etc., qui peuvent également être ici ou là, ou dans les deux, évidemment. Alors, je vais vous présenter maintenant quels sont selon moi les arguments, les points positifs, les points d'appui pour chacune des deux teams. On va commencer avec la team poids libre. Alors j'ai mis premier argument, premier point, emprunt de valeur, motivation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les gros mouvements du style squat, développé couché, soulevé de terre notamment, ont une connotation, ont une histoire, sont ancrés dans un contexte, dans une culture et sont empreints de valeur. C'est-à-dire que globalement, si vous décidez d'aller dans une salle, il y a des références qui peuvent être demandées et ce sont souvent autour de ces mouvements-là qui font une sorte de culture commune au sein des pratiquants. Pas tous, mais une grande partie. Et donc, avoir ces mouvements-là dans un programme, ça peut être une source de motivation très importante. Et le fait de ne pas avoir ces mouvements-là, même pour des personnes qui ne sont pas attachées à un objectif de performance de powerlifting ou de CrossFit par exemple, ça peut faire que l'adhérence au programme n'est pas là ou qu'il y a une démotivation qui va se créer. Donc, je pense que c'est fondamental de prendre ça en compte. Ce n'est pas toujours le cas dans les études notamment. L'aspect psychologique, l'aspect affectif par rapport à certains mouvements est très important pour l'adhésion au programme, pour la motivation. Deuxième point, la richesse motrice. Ah oui, tout ce qui va être mouvement libre, c'est des mouvements qui vont nécessiter un certain apprentissage. Et quand j'apprends quelque chose, j'enrichis mon répertoire moteur et c'est très intéressant. Je construis des choses et donc ça va permettre également un certain transfert dans les pratiques sportives, dans la vie de tous les jours. C'est là que parfois on a l'argument de la fonctionnalité qui est amené. Je vous en ai déjà parlé dans une autre capsule, je ne suis pas très fan de cet élément-là, mais il est indéniable que les mouvements libres, ce sont des choses qui se construisent et qui donc apportent des éléments de culture. Et oui, le corps est le premier et le plus naturel instrument de l'homme, nous disait déjà Marcel Mauss en 1934 dans les techniques du corps. Et oui, relisez-le bien sûr. Attention, on entend souvent parfois l'argument du « ça travaille les muscles stabilisateurs ». Les muscles stabilisateurs, j'en reparlerai peut-être dans une autre capsule parce que sinon elle va être beaucoup trop longue, mais c'est un mythe, c'est aussi un argument très marketing, c'est du packaging, c'est du flan, pour le dire en langage scientifique. Autre argument, développement, expression de la force. Alors les gros mouvements polyarticulaires libres vont être plutôt à propos pour développer de la force, mais aussi pour exprimer de la force. C'est-à-dire que si vous voulez impressionner votre gym crush qui rentre dans la salle, vous allez plutôt commencer à charger la barre de deadlift plutôt que de dire « Attends, je vais aller au pupitre biceps guidé là, tu vas voir,
je vais mettre tout le stack, elle va se retourner, elle va pas comprendre ce qui se passe. Donc pour exprimer de la force, y compris dans un contexte qui n'est pas forcément celui de la conquête amoureuse que j'ai utilisé, qui est très caricatural, mais après tout, pourquoi pas, j'ai mis également standardisation. Imaginez que vous alliez dans une nouvelle salle ou dans un autre pays, par exemple, hello, et vous allez rencontrer des gens, ils vont vous demander peut-être combien tu squattes, combien tu fais au développé couché, combien tu fais sur tel mouvement. Les mouvements libres peuvent être standardisés. Si vous leur dites, dans ma salle, je mets 300 kg à la presse inclinée. Ah oui, mais ici, je n'ai pas la même presse inclinée. Ah oui, mais du coup, j'ai l'impression que je peux mettre un petit peu plus lourd. C'est possible, mais c'est pas la même presse. Hein. Ah non, c'est pas la même presse. Donc c'est toujours bien d'avoir des repères en termes de force sur certains mouvements libres. Et c'est également un point fort des mouvements libres. Nous passons maintenant à la team machine guidée. Alors, j'ai mis en premier argument courbe de force. Imaginons par exemple que je décide de travailler mes biceps et je vais faire des curl biceps à la barre libre. Quand je suis en bas du mouvement ici, je n'ai pas de tension parce que la force est purement verticale. Donc, je vais avoir de la tension à partir du moment où je vais commencer à faire ma flexion ici. Là, quand je vais arriver à 90 degrés, c'est là que je vais avoir le plus de tension, c'est là où le bras de levier est le plus important. Et quand je vais arriver en haut ici, j'ai quasiment plus de tension non plus ou plus du tout de tension car, encore une fois, j'ai une composante verticale. Si j'utilise une machine guidée, d'accord, avec une poulie notamment, je vais pouvoir avoir une composante horizontale qui va venir et qui va donc me permettre d'avoir de la tension dès le début du mouvement et même y compris ici à la fin du mouvement puisque je vais avoir cette composante là comme ça avec la poulie. Donc je vais avoir de la tension au niveau de mes biceps. Donc je peux optimiser la courbe de force sur certains mouvements. Sur les élévations latérales, ça peut être également le cas. Donc ça, c'est un point fort des machines guidées. C'est un point fort notamment pour des gains en hypertrophie. Couple, j'ai mis en couple, sécurité, stabilité. Même si la sécurité a été apprise avec la sécurité active, la sécurité passive, les sécurités, les parors, etc., il n'empêche que les machines guidées ont un degré de sécurité qui est légèrement supérieur par rapport au mouvement libre et plus de stabilité. Ça, c'est indéniable. Donc, quand je prends ces deux choses-là, ça me dit quoi? Ça me dit que je vais pouvoir aller à l'échec musculaire, je vais pouvoir cibler beaucoup plus facilement des groupes musculaires également et donc, pour de l'hypertrophie, pour arriver à une forte tension mécanique, c'est beaucoup plus adapté. Donc encore une fois, un point important, notamment pour les gains en hypertrophie. Autre point, le ratio stimulus-fatigue. Concept théorisé par Dr Mike Israetel de Renaissance Périodisation. Le ratio stimulus-fatigue, c'est la quantité de fatigue que quelque chose vous coûte, qu'un exercice vous coûte, par rapport à la stimulation qu'il permet. Donc un bon ratio stimulus-fatigue, c'est un exercice qui permet une forte stimulation avec une fatigue qui est plutôt relativement faible. Il y a toujours de la fatigue, mais elle peut être plus ou moins importante. Si je prends par exemple un squat barre libre, je vais avoir une stimulation plus ou moins importante sur mes quadriceps en fonction de mes leviers notamment, de ma technique, et je vais avoir une quantité de fatigue qui va être aussi plus ou moins importante. Peut-être que ma stimulation n'est pas très forte, surtout si je suis très grand et j'ai beaucoup de fatigue, j'ai besoin de mettre beaucoup d'énergie pour maintenir ma posture, notamment ma technique. Si je passais par exemple sur un hack squat, machine guidée, je pourrais avoir une stimulation plus importante et un niveau de fatigue plus bas. Donc j'améliorerais mon ratio stimulus-fatigue. Alors une fois qu'on a tout ça en tête, c'est là où il ne faut pas tomber dans la caricature du style « Ah ouais, donc les poids libres, c'est fonctionnel, c'est de la force, c'est du crossfit, c'est cool. Les machines guidées, ouais, c'est pour la gonflette, les petits peureux, les pétochards, ça, t'es kiki. » Pourquoi c'est pas aussi simple que ça? Eh bien parce que l'athlète ici, le crossfitter, le powerlifter ou la powerlifteuse, la crossfiteuse, peut largement bénéficier de mouvements guidés par moment sur certains mouvements pour venir isoler peut-être un point faible qui va venir débloquer un mouvement libre et inversement, on peut très bien construire de la masse musculaire avec des mouvements libres, bien entendu. Par contre, en effet, sur certains exercices, sur certains mouvements, à certains âges de la vie aussi, il peut être utile d'aller sur des machines guidées parce que sur certains mouvements libres, le ratio stimulus-fatigue n'est pas génial, la courbe de force n'est pas géniale, ou alors tout simplement, je veux me sentir en pleine sécurité, en pleine stabilité, donc je vais plutôt utiliser des machines guidées. Donc, ce n'est pas vraiment un match de boxe finalement, c'est plus une coopération, un pont, une liaison. Et ça, c'est beau. J'espère que cette capsule café vous aura plu. Je sais qu'elle est un petit peu longue, la capsule. N'hésitez pas pour autant à la liker, à la commenter, à la partager. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y en commentaire. On met les gants, on se met sur la gueule et on y va. Ok? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule café.